Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après. J'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Ça fait un choc. Et là, de coup, Mythique est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Je suis avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythique et Sensi. Il a 3 casquettes, entrepreneur, business angel, producteur dans le cinéma. J'ai vraiment adoré cet échange avec lui. Peu d'entrepreneurs osent parler à ce point de leurs échecs et ça fait du bien. Bienvenue dans la tête d'un des plus gros entrepreneurs français. Comment tu as eu l'idée de Mythique ? Oh ben c'est simple, j'avais 4 copains, enfin 3 copains plus moi, ça faisait 4, qui étaient mes 3 copains, 3 témoins de mariage. Et puis quelques années plus tard, les 3 ont eu des difficultés conjugales, et ils m'appelaient, et moi j'étais toujours marié, et ils m'appelaient pour me raconter leurs histoires, et ils divorçaient, ils allaient divorcer, ils ne savaient pas s'ils devaient divorcer, enfin je passais des heures au téléphone pour parler de ça. Et les 3 me disaient, je trouve personne, parce que je suis trop vieux pour aller en boîte, au bureau ça se fait pas, en vacances personne n'invite un mec tout seul. Et donc je suis allé me coucher après avoir dîné avec les 3 et j'ai dit mais merde, moi je connais très peu de gens, je connaissais vraiment pas grand monde et il y avait 3 personnes qui trouvaient pas. Donc je me suis dit il y a bien avoir 3 filles s'il y a 3 garçons. Et donc la nuit j'ai cogité et j'ai dit je vais peut-être faire un site où mettre mes 3 copains, il y aura 3 filles et 3 ans plus tard on était 12 millions. Et donc il y avait bien un besoin. Et donc à la base, tu crées un site qui s'appelle Mythique direct ou Ouais, à la base, j'avais vendu ma première start-up, j'avais vraiment plus rien à faire, je pensais que j'étais riche à l'époque, parce que j'avais pas encore tout perdu, donc je me disais, je voulais ça pour m'occuper, j'avais dit à ma femme, écoute franchement, je sais plus quoi faire le matin, donc je vais monter un petit truc, ça va m'occuper, je vais trouver un nom sympa, et puis voilà, et puis après, c'est parti très vite. Donc d'ailleurs, c'est super. Donc tu crées ça sur un site d'annonce, tu crées un site d'annonce où en gros, tu mets les profils de tes potes. Ouais, alors bon, j'ai fait un peu plus qu'un site d'annonce parce que quand j'ai commencé à réfléchir au concept, je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas de truc qui existe, quoi. Si moi j'étais célibataire, j'irais où? Et je voyais pas où je pouvais aller. Et puis je me suis dit, si une jolie fille de 35 ans qui bosse dans la pub, elle est seule, elle irait où? Donc je me suis dit, elle va pas aller sur des trucs, il y a des trucs minables, graveleux, moches, enfin bon. Et donc c'est payant dès le début? Ouais, j'ai dit, il faut faire une boîte de nuit très chère. Parce que si moi j'étais une fille ou un mec, je préfère aller dans une boîte de nuit chère où on me laisse rentrer que la boîte de nuit gratuite où il y a tout le monde. C'est idiot, mais c'est contre-intuitif. Pourtant, c'est la réalité. Donc j'ai dit, voilà, il faut que le truc soit cher, il faut que ce soit très sécurisé. Moi, si je suis une jeune fille, il ne faut pas qu'on m'emmerde dans une boîte de nuit, donc c'est surveillé. Et donc j'ai conçu tout le truc en me glissant dans la peau d'une femme, en disant pourquoi une fille de 35 ans, jolie ou pas, ou Dieu sait quoi, irait sur Internet. Et en me mettant dans la peau de cette fille, j'ai enlevé tous les irritants qui l'empêchait de le faire. Et ça a donné Mythique. Je dis ouais, mais plus les gens paient cher, plus ils ont l'impression d'être dans un endroit luxueux. Privé. Et finalement, ça valorise eux-mêmes. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et tu parles juste avant. Donc avant, tu avais une start-up que tu as vendue. Alors du coup, je me confonds entre les euros et les francs. Je sais plus si c'était en. Non, moi aussi, je me suis confondu longtemps. Non, je l'ai vendu à Vivendi à l'époque. Donc c'était 160 millions, 180 millions d'euros. 180 millions d'euros que tu arrives à vendre à ce prix-là. Et juste après. Comment ça se passe pour toi d'avoir vendu une entreprise à ce prix-là en fait? Déjà, tu sais, d'abord, j'avais pas toute la boîte, j'en avais qu'un quart. Deuxièmement, avec l'argent que tu touches, tu paies les impôts, avec le cash. Donc le cash est reparti dans les impôts. Et ce qui m'est resté, c'est des actions Vivendi, qui valaient 70 ou 80 euros à l'époque. Donc moi, j'étais à la tête d'une fortune en papier Vivendi, c'était ça ma vie. Ça, c'est l'aspect financier. L'aspect perso, c'est... Quand même, je me suis tapé une petite dépression parce que j'avais beaucoup bossé depuis 1989. J'avais cette start-up, tu imagines, ça faisait 11 ans que je m'en occupais. Quand tu dis beaucoup bossé, pour quelle durée? 18 heures par jour. Je faisais que ça. Je n'avais pas de week-end, je n'ai pas pris de vacances pendant 10 ans. Je prenais un week-end de temps en temps. Non, j'ai vraiment beaucoup bossé. Donc j'avais ce rythme-là. Du jour où j'ai vendu, c'est un peu comme si le matin, tu n'avais plus rien à faire quand tu te lèves. Donc ça a été dur à gérer. Et donc j'ai simultanément perdu mon job et après perdu mon argent puisque les actions Vivendi qui valaient qu'à 70 euros, elles valaient plus que 8, quoi. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc quand vous pensez que vous avez 10 000 euros sur votre compte et qu'un matin on vous dit que vous avez 10 000 euros de dette, ça fait un choc. Et là, de coup, Mythique est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. Puisque si je n'avais pas tout perdu, j'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique. Donc finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie. Mais comment on arrive à être RSA? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Faillite. Ouais, mon diplôme. Donc quand tu dis faillite, t'avais quoi comme boîte? J'avais des magasins de textile. Ouais. 3 magasins de prêt-à-porter.
que tu as créé, t'avais quel âge? 22, 23 ans. Donc tu crées ta boîte à 22-23 ans. Ouais, tout à fait. Tu te lances dans le textile. C'est ça. Et ça s'est passé comment les premiers temps déjà? Au début dur, Ouais. parce que pas d'argent, donc difficile à monter. Et d'un coup, ça fonctionne bien, Ouais. parce que beaucoup d'abnégation et beaucoup d'efforts. Donc tu te mets à avoir de l'argent. Ouais, voilà. Je m'achète une 206 cc. Ok. Donc, à l'époque, c'était la classe. C'était la grosse classe. Ouais, série Roland Garros, donc j'étais très fier de moi. Je gagnais à peu près 6 000 euros par mois, si tu veux, avec l'ensemble de mes 3 points de vente, donc ce qui était énorme pour C'est un sûr. jeune de 25 ans. Et puis, vers 2008, crise, beaucoup d'erreurs et faillite. On ne viendra jamais me parler de cette façon-là. Et donc, pour qu'on puisse pas venir me parler de cette façon-là, et évidemment, le lien était corrélé au fait que mon père avait ce problème d'argent et on lui a parlé de cette façon-là parce qu'il avait ce problème d'argent, a été le déclencheur dans ma vie. Est-ce que tu penses que par rapport aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu dirais que c'est possible qu'un événement dur comme ça, Ouais. ça puisse te créer un feu intérieur, une niaque qui fait que Complètement. derrière tu cartonnes? La souffrance t'amène généralement au dépassement de soi. Et moi, ça a été vraiment un gros déclencheur. Donc en fait, t'as 12 ans, tu vis un événement difficile, ça crée de la colère, Ouais. je vivrai pas ça et je ferai Ouais. ce qu'il faut pour. Et t'as 25 ans, en gros, il s'est passé 15 ans et là... Je le vis. J'ai vécu aussi les huissiers, j'ai vécu aussi l'humiliation. Attends, Enfin, donc ça c'est donc juste avant ça, t'as la 206 oui. cc Oui, la et 206. en gros tu cartonnes, Ouais, c'est ça? à cette époque-là, ouais. À cette Complètement. époque-là, tu cartonnes et 2008 arrive, crise économique mondiale. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens ont moins de pouvoir d'achat. Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. C'est-à-dire que, voilà, j'étais pas super bon en management. J'ai fait plein d'erreurs stratégiques. Comme je te dis, je confondais bénéfices, chiffre d'affaires. J'avais aussi, si tu veux, moi, quand j'avais signé dans cette galerie marchande, j'avais signé avec des grands groupes, avec des gens qui savaient plus que moi. Et donc, quand j'avais un bail, il était épais comme mon poing, si tu veux. Moi, j'ai pas Avec lu. plein de petites lignes. Mais oui, mais moi, j'ai signé. Je suis passé d'un local commercial à 2000 euros par mois à 7000 euros par mois. Donc, si tu veux, quand tu passes de 2000 à 7000 avec des gens qui ont moins de pouvoir d'achat, bah, forcément, mécaniquement, tu arrives à une récession même dans ta propre activité, si tu veux. Donc, à un moment donné, c'était normal que la faillite arrive. Et donc tu fais faillite. Ouais, Comment tu vis ça? très bien. J'irais même plus loin. J'ai limite, parce que tu passes par un stade de redressement en France. C'est-à-dire qu'on t'aide. On t'aide à essayer de sauver ta boîte. Sauver ta boîte. Parce que t'as des salariés à ce moment-là? J'avais des salariés, ouais, tout à fait. Bon, au fur et à mesure, ils ont dû partir parce qu'il y avait un manque d'actifs. Mais moi, j'étais tout seul, encore dans mon magasin. Et je pense très sincèrement que j'aurais pu le sauver. Pourquoi? Parce que mécaniquement, j'aurais pu redresser la barre si je m'étais donné à 200%. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton enfance? Parce que on sent une violence, tu vois, en toi. On sent une détermination, un truc, une rage, en fait. Je pense pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là. Raconte-nous, en fait, ça vient d'où? C'est quoi l'origine de cette énergie? Tu vois, j'ai interviewé Marc Simoncini et je lui disais, mais elle vient d'où ta détermination? Et il me disait, bah, en fait, à un moment donné, il y a un truc qui a tapé fort et ce truc, tu vois, il a fait geste comme ça. Et ce truc-là, ça te donne une énergie, ça fait tourner un moteur dans le bide, un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas ça? Et il dit, en fait, non, sincèrement, tous ceux qui cartonnent, il y a un moment donné, il y a un truc qui fait qu'ils sont là. C'est quoi, toi, pour toi, en fait? Je suis d'accord avec toi, déjà, il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide, l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments, que si t'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien. Et on a tous des histoires différentes. On a tous une bonne raison de se battre. Donc, vraiment, je veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire parce que c'est vrai qu'elle est vraiment cliché dans la souffrance, dans la difficulté. Mais c'est pas parce que t'as pas connu cette histoire que tu peux pas être un bon entrepreneur ou que tu peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison de prendre une vengeance, une revanche. Et moi, c'est hyper naturel, hyper ancré. C'est que j'ai une famille très compliquée. À l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violence, c'est physiquement? Ouais, moralement, physiquement, la totale. Tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père? Non, j'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche, c'est quelque chose de sain. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai même pas de haine envers lui parce que j'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser, tu vois. Il fera rien de sa vie. Donc en fait, j'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs.
Donc je passe à l'étape d'après et j'ai pas envie de le voir. Il y a des gens qui disent tu dois pardonner. Enfin, moi j'ai pas de pardon et j'ai pas de temps à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand tes business fera plusieurs milliards, tu vas Même considérer. pas. Je le dis vraiment et c'est ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas, mais en fait c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin. Vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement,